on a pu voir que les événements antérieurs et puis postérieurs au 7 octobre 2023 ont un peu bouleversé la donne au Moyen-Orient. On a vu pas mal de pays être à la fois fragilisés encore plus que d'habitude ou alors revenir en force, notamment l'Arabie Saoudite. Mais le Liban a une place assez particulière. Le Liban est un pays qui a été longuement meurtri, qui a essayé ensuite de revenir avec différents projets de construction, mais le pays reste quand même assez entravé et impacté par de nombreuses issues, notamment l'aspect sectaire et l'effondrement politico-économique avec l'explosion de Beyrouth, et ensuite l'affaiblissement du Hezbollah et l'attaque d'Israël au sud-Liban et à Beyrouth. Donc, ma première question va être assez tournée sur l'aspect politico-économique. Donc, comment analysez-vous l'effondrement politico-économique du Liban? Est-il l'aboutissement d'un long processus de fragilisation structurelle? Si oui, si vous pouvez apporter quelques détails pour nos lecteurs et nos abonnés, ou le résultat d'une série de chocs plus récents, notamment l'explosion du port, les crises bancaires, les blocages institutionnels et les événements liés au 7 octobre 2023. Évidemment, le Liban est arrivé au point où il est arrivé en 2019, c'est-à-dire avec cet effondrement financier tragique qui a fait que bon, les gens ont perdu en banque tout ce qu'ils avaient économisé et mis de côté pendant de longues années. Mais il faut chercher évidemment les origines de cet effondrement un peu plus loin. Il serait certainement naïf de penser que c'est uniquement l'explosion du port et la crise du Covid ou éventuellement ce qui s'est passé comme manifestation, euh, la petite révolte, disons, populaire de 2019 qui a abouti à cela. Bien sûr, les raisons sont bien plus lointaines. Euh, il faut surtout remonter à tout le système TAEF depuis 1990, la mise en place de la paix syrienne au Liban, de la Pax Syriana, qui a abouti à un système économique basé sur du clientélisme, du favoritisme des uns et des autres. Le pays a été, disons, réparti entre les vainqueurs de la fin de la guerre du Liban. D'un côté, il y a ceux qui avaient le monopole des armes pour combattre. Je fais allusion au Hezbollah, qui est donc la seule milice qui a pu garder ses armes après les accords de Taïf au Liban. Donc, ils avaient le monopole des armes et ils ont été institutionnalisés, légalisés par les différents accords qui ont suivi. Même si la grande majorité des Libanais n'étaient pas tout à fait d'accord avec cela. Évidemment, tout cela se faisait euh, sous tutelle, on va dire, si c'est pour être le plus doux possible, on dit tutelle, pour être plus réaliste, on dit occupation, donc syrienne. Et donc, les décisions qui étaient prises à l'époque n'étaient pas tout à fait libanaises. Pour cela, il y a cette mise en place de ce système économique fondé sur un clientélisme très particulier. D'un côté, le monopole des armes, de l'autre, le monopole de la reconstruction et du développement du Liban moderne. Donc, à titre d'exemple, rien que le centre-ville de Beyrouth, c'est un projet particulier privé, c'est solidaire, c'est une compagnie privée qui appartenait à l'ancien Premier ministre Rafik Hariri, par exemple. Pour la reconstruction du sud Liban aussi, c'était des compagnies privées. Donc, en fait, il n'y a pas eu de projet à l'échelle nationale, si vous voulez, pour reconstruire le pays, mais des projets très privés, répartis entre les différents seigneurs de guerre qui en avaient les moyens et qui avaient obtenu à l'époque la bénédiction, je veux dire, de la force présente en masse et en puissance au Liban, c'est-à-dire la Syrie. Voilà, donc à partir de là, un système bancaire s'est développé également, toujours basé sur ce qu'on a toujours rêvé et appelé la Suisse du Moyen-Orient, donc ce Liban des années 60-70. Et en fait, sous cette appellation-là de la Suisse du Moyen-Orient, d'un secret bancaire qui est devenu beaucoup plus lourd à porter qu'autre chose, finalement, il y a eu beaucoup de corruption, beaucoup de non-dits, beaucoup de blanchiment d'argent. Ce qui a arrangé un peu tout le monde, c'est-à-dire aussi bien des Libanais qui faisaient beaucoup d'argent grâce à des intérêts économiques, des intérêts bancaires énormes. À titre d'exemple, vous mettiez de l'argent en banque, on vous proposait du 10, 12 ou 15%
ce qui est énorme et inimaginable. Donc ça a arrangé un peu les gens ici. Ensuite, ça arrangeait évidemment les classes moyennes et les classes moyennes, moins que moyennes, parce que tout se faisait par achat, par échelonnement. On pouvait acheter une voiture, un appartement, un yacht ou un voyage, ou même se refaire une opération en échelonnant sur 5, 10, 15 ans. Donc, ça arrangeait tout le monde. Mais tous ces intérêts-là, évidemment, tout cet argent, tout cet argent n'était finalement que des chiffres sur des papiers, mais réellement dans les banques la réalité était ailleurs. Aussi, ça a arrangé et favorisé aussi les pays voisins parce que beaucoup de blanchiment d'argent des pays voisins s'est finalement retrouvé dans ce paradis fiscal qui était devenu le Liban. Donc, je pense particulièrement à des richissimes hommes d'affaires des pays du Golfe qui ont profité pour acheter des hôtels, des plages, des clubs, voilà, des restaurants, des hôtels au Liban, etc. Et tout cela très souvent sans payer beaucoup d'impôts, sans payer de revenus chez eux, etc., etc. Donc, le système a favorisé la corruption a favorisé le clientélisme. Le clientélisme a mis en place un système où finalement on pouvait tout acheter échelonné sur 10, 15, 20 ans, donc ça arrangeait tout le monde. Et finalement, on s'est retrouvé avec une dette internationale qui se rapprochait un peu des 90 milliards de dollars, euh, sans pour autant oublier que les politiques aussi qui ont mené à des guerres, par exemple, comme en 96, 1996, la guerre avec Israël, ensuite en 2000, le retrait israélien, et ce qui s'était déroulé aussi avant. Puis en 2003, en 2006, la guerre des 33 jours, puis en 2025 maintenant, etc. Donc toutes ces guerres ont mené à des destructions massives et à chaque fois, il a fallu reconstruire ce qui avait été détruit. Et le prix de la reconstruction, souvent, était 2, 3, 4, 5 fois plus élevé que ce qu'il fallait. Euh, c'est une anecdote, mais à Beyrouth, par exemple, il y a un pont, il y a un tunnel qui mène au centre-ville. Et le mètre carré de carrelage à l'intérieur du tunnel était évalué à quelques milliers de dollars. Donc c'est absolument ridicule, vous voyez. Mais ça arrangeait tout le monde et ce système faisait le profit certainement d'une certaine classe politique qui s'enrichissait et qui redistribuait euh, de façon très fragile pour ses partisans, ses sympathisants, etc. Voilà, donc on en est arrivé là en 2019. Bien sûr, l'explosion du port de Beyrouth, la Covid, la crise internationale, l'endettement international, le Liban incapable de rembourser ses dettes euh, a fait que, voilà, on en est arrivé là. Il y a cette banqueroute. L'État a fini par puiser l'argent de la poche des gens, donc en confisquant les avoirs en banque. Euh, Quand on se rend en banque, on demande à retirer l'argent, on nous dit c'est l'État qui les a pris. Quand vous demandez à l'État, il vous dit c'est les banques qui n'ont pas su gérer. Et donc voilà, on en est là aujourd'hui. À ce sujet, est-ce que vous avez quelques éléments de réponse à nous accorder concernant les conditions nécessaires pour reconstruire une sorte de confiance entre les Libanais et l'État et les institutions? Puisque c'est un point assez essentiel, sachant que, par exemple, en termes d'institutions, on ne peut pas ignorer au sud Liban le Hezbollah qui a joué le rôle de substitut de l'État, qui actuellement est très affaibli et qui essaie de revenir en force pour retrouver une certaine influence. On a Joseph Aoun qui essaie de trouver une solution actuellement pour essayer de reconstruire le pays qui est énormément fragilisé et meurtri avec les éléments que vous avez pu mettre en avant. Écoutez, il y a évidemment beaucoup de choses à faire, mais pour simplifier, il y a deux conditions sans lesquelles aucun redressement économique, ni financier, ni même psychologique n'est pensable. Le premier, c'est la sécurité et la stabilité politique et sécuritaire. Le Liban ne se remettra pas sur pied tant que il y a une occupation israélienne au sud Liban de quelques positions encore, tant qu'il y a des drones israéliens qui survolent le pays, qui bombardent pratiquement tous les jours maintenant des positions dites du Hezbollah. D'autre part aussi, le Liban ne se remettra jamais sur pied tant qu'il y a deux armées
dont une parallèle qui n'est pas légale, donc celle du Hezbollah, qui devrait, à un moment donné, ce parti politique devrait remettre ses armes à l'État libanais et se fondre carrément dans la société libanaise. Donc ça, c'est la première condition qui était la condition donc sécuritaire. D'autre part, il y a la confiance financière. À titre personnel, je me permets de vous répondre à titre personnel. Moi, je ne me remettrai jamais mon argent en banque, dans une banque libanaise, tant que je n'aurai pas récupéré l'argent que j'avais déjà. Moi, j'ai des pertes énormes. J'ai travaillé toute ma vie pour mettre un peu d'argent de côté. Tout a été confisqué en 2019. Et même si à Beyrouth, il y a une banque du Vatican, moi, je ne mettrai pas mes sous dedans avant d'avoir récupéré l'argent qu'on avait placé en banque. Donc, voilà, les deux éléments de confiance, c'est la stabilité politique et sécuritaire d'une part, mais surtout rembourser aux gens ce que l'État a volé aux gens. Du coup, c'est quelque chose qui est assez essentiel et je pense que c'est par ce biais-là de banque principalement qu'on peut essayer de restaurer une sorte de confiance entre la population et l'État et les institutions pardon, étatiques. Et à ce sujet, est-ce que vous pensez qu'on peut parler aujourd'hui d'une refondation par le bas, c'est-à-dire une refondation qui est portée par des initiatives locales, économiques, éducatives ou alors culturelles qui préparent l'avenir malgré l'effondrement généralisé au pays? Écoutez, il n'y a pratiquement aucun problème au Liban de tout ce qui est privé. Donc le système privé, les écoles, les établissements scolaires, universitaires, les hôpitaux, les hôtels, les restaurants, tout ce qui est à une échelle privée fonctionne et a fonctionné tant bien que mal. Et malgré toutes les conditions difficiles du pays, donc à ce niveau, le problème ne se pose pas. Aujourd'hui, pour récupérer une certaine confiance, pour recréer une confiance entre les gens et l'État, il faut que l'État rembourse aux gens ce qu'il a volé euh, de la poche des gens. Et donc, le B à bas serait de commencer à rééchelonner éventuellement peut-être cet argent et de proposer un paiement sur 5 ans ou 10 ans. Évidemment, pas sur 30 ans parce que ça ne sert à rien, les gens ne seront plus là de toute façon et ça n'aura pas la même valeur. Mais il faudrait que l'État commence à proposer de rembourser ne serait-ce que sur 5 ans ou 10 ans. Moi, par exemple, si on me proposait dès demain un remboursement sur 5 ans de ce que j'avais en banque, certainement qu'à ce moment-là, j'aurais plus confiance et j'aurais plus peut-être éventuellement envie d'investir au Liban. Mais tant que aucune solution n'est proposée de la part de l'État, faut pas s'attendre à ce que les Libanais qui vivent au Liban investissent. Il faut surtout pas non plus s'attendre à ce que les Libanais de la diaspora, c'est eux qui ont l'argent, c'est eux qui envoient l'argent, c'est eux qui investissent au Liban, que ces gens-là reviennent. Alors là, ces gens-là ne reviendront pas et ils n'investiront pas du tout dans un pays où vous n'avez aucune garantie, ni sécuritaire d'une part, ni financière de l'autre. Maintenant, parlons un peu dans un aspect qui est à la fois interne mais aussi géopolitique. On a pu le voir aujourd'hui au regard en fait des tensions croissantes à la frontière sud, notamment depuis le 7 octobre 2023, où là, ça a été remis en avant dans les médias et aussi par des chercheurs. Dans quelle mesure le Liban est-il aujourd'hui menacé par une nouvelle escalade militaire avec Israël? Est-ce que cette escalade, excusez-moi, est-ce que cette escalade est-elle contenue ou en voie d'extension, sachant qu'on a eu plusieurs éléments où on a eu des violations, en fait, plusieurs fois des accords de cessez-le-feu. Là, actuellement, ça a l'air d'aller plutôt bien en termes de cessez-le-feu, même s'il y a eu quelques exactions et quelques événements houleux qui ont pu laisser croire qu'on allait avoir une nouvelle fois une nouvelle escalade militaire. D'après vous, quelle serait actuellement la situation libanaise à ce sujet? Et le gouvernement libanais et le président libanais surtout, donc nous avons un nouveau président, nous avons un nouveau premier ministre, il y a toute une nouvelle ambiance très positive et assez prometteuse, on va dire, au Liban. L'État libanais, je vais appeler ça, donc l'État libanais fait ce qu'il peut pour maintenir la situation actuelle et pour qu'il n'y ait pas de reprise de la guerre. Mais la grande question reste de savoir, est-ce que c'est une décision libanaise? De toute façon, ce conflit a commencé alors que l'État libanais n'avait rien demandé et rien décidé. Tout le monde sait au Moyen-Orient que ce conflit particulier à la frontière entre le Liban et Israël est une décision iranienne d'une part et israélienne de l'autre. Donc le Liban n'est qu'une caisse de résonance où l'Iran et les États-Unis et éventuellement l'Arabie saoudite, des fois, s'échangent des messages à travers le Liban. Quand il est question de se rapprocher de la période de négociation, on hausse le ton pour négocier plus fort
en période latente, les choses se calment un peu. Donc, la décision d'une reprise de la violence au Liban n'est pas libanaise. Ni le gouvernement libanais, ni l'armée libanaise ne souhaitent et n'ont intérêt de toute façon à ce que cette guerre reprenne. Aujourd'hui, ceux qui peuvent faire en sorte que la violence reprenne, c'est d'une part évidemment et les Israéliens qui ont un agenda personnel. Je pense au Premier ministre israélien Netanyahou qui a un agenda très personnel parce que lui cherche à s'en sortir avec des victoires et à Gaza et au Liban. Il a déjà assuré une partie de ce qu'il souhaitait, mais ce n'est pas assez pour lui pour ne pas finir en prison après son mandat. Je sais qu'il a beaucoup de problèmes internes en Israël avec la justice israélienne. D'autre part, il y a le Hezbollah. Bon, le Hezbollah, c'est vrai que c'est des combattants libanais, mais la décision n'est pas libanaise. Euh, donc, c'est plutôt l'Iran qui aujourd'hui négocie et qui, pour améliorer sa position dans les négociations, pourrait à un moment donné faire pression sur le Hezbollah pour relancer un peu, disons, les choses au sud Liban. Mais je ne sais pas dans quelle mesure le Hezbollah a encore la capacité, même s'il était sous pression iranienne, je ne sais pas dans quelle mesure le Hezbollah a encore une capacité à subir plus de pression et plus de pertes qu'il n'en a déjà subi. À ce sujet, on a vu que le Hezbollah a été donc assez affaibli, notamment avec l'attaque à l'égard du QG en septembre de l'année dernière, et également avec l'assassinat donc de Hassan Nasrallah, les événements enfin, les explosions liées avec des talkie-walkie, pardon. Aujourd'hui, je vais regrouper deux questions ensemble pour vous laisser, enfin, essayer de gagner du temps. Ça serait comment évaluez-vous aujourd'hui la position du Hezbollah dans le paysage libanais? Est-ce qu'ils sont à la fois considérés comme étant des acteurs politiques intégrés au système ou alors comme force armée autonome? Est-ce que son rôle est-il stabilisateur ou facteur de blocage dans une dynamique de refondation nationale? Mais aussi, quelle est la nature réelle maintenant de la relation entre le Hezbollah et l'Iran, sachant que l'Iran aussi est entre guillemets, affaibli, a subi plusieurs attaques sur son territoire, qui a énormément heurté pardon, le paysage iranien. On a aussi le régime iranien qui est de plus en plus affaibli, qui effectue un repli sur lui-même en essayant de se concentrer sur sa politique interne. Donc, est-ce qu'on est sur un contexte de réajustement géopolitique régional entre les deux pays, ou alors faut-il voir une sorte de dépendance stratégique ou un partenariat plus autonome et localisé? Écoutez, votre question est complexe parce qu'elle contient plusieurs questions en une seule. Disons que pour répondre au Hezbollah, déjà, je peux dire que le Hezbollah aujourd'hui a 35 ans de retard sur les accords de Taïf. Toutes les milices qui avaient participé à la guerre du Liban en 90, il y a 35 ans précisément, avaient fait le choix entre se dissoudre ou intégrer l'armée libanaise et remettre leur armement à l'armée libanaise à l'époque. Aujourd'hui, le Hezbollah a 35 ans de retard sur l'affaire. On est au point où il va falloir qu'une décision soit prise. Je sais que si la décision était purement libanaise, certainement que le Hezbollah aurait déjà depuis longtemps probablement remis une partie de l'arsenal important à l'armée libanaise et bon, le reste aurait été éventuellement ou vendu ou redistribué autrement. Mais encore une fois, je vous redis, la décision n'est pas libanaise. Preuve en est, hier, l'ambassadeur iranien à Beyrouth a fait des déclarations assez quand même, disons, inconformes aux relations internationales. Il a été convoqué par le ministre des Affaires étrangères. Il a refusé de se rendre, n'est-ce pas, pour s'expliquer devant le ministre. Donc, on est dans une situation où l'Iran euh, fait, euh, fait jeu à part et ne consulte absolument pas les acteurs libanais dans ces décisions-là, d'une part, et d'autre part, évidemment, je le redis, Israël n'arrête pas de, de faire une pression sur le Liban et sur les autres acteurs régionaux en provoquant les Libanais. Vous savez, quand vous êtes au Liban, vous marchez dans les rues à n'importe quelle heure de la journée, vous avez des drones au-dessus qui font un bruit assourdissant, insupportable. Donc là encore, c'est de la provocation, je dirais même de l'humiliation, qui cherche à pousser les Libanais à l'extrême. Et donc, à un moment donné, si aucune intervention étrangère, ne serait-ce européenne ou américaine, ne cherche à calmer le jeu, oui, ça peut dégénérer, mais encore une fois, sans savoir où ça peut mener. Donc le Hezbollah
puisque votre question tournait autour de son rôle aujourd'hui dans la société libanaise. Voilà, c'est comme en 90, le Hezbollah doit prendre une décision. Est-ce qu'il devient un parti politique comme tous les autres partis politiques, inscrit légalement dans la société libanaise? Il joue le jeu démocratique, des élections, et ensuite, peut-être qu'il a la majorité ou pas au sein de sa rue, c'est une chose. Soit le Hezbollah va prendre la décision de rester en marge de la société libanaise, et malheureusement, en entraînant avec lui toute une communauté, la communauté chiite, qui très tristement aujourd'hui devient pointée du doigt comme si c'était les pestiférés de la nation, parce que le Hezbollah prend en otage toute une communauté libanaise, qui est la communauté chiite, et qui aujourd'hui a beaucoup de mal à se restructurer et se replacer au sein de la grande famille libanaise. Dernière question va porter principalement sur l'intégration de cette communauté chiite au sein du gouvernement libanais. Le défi principal de Joseph Aoun est de pouvoir en fait représenter l'entièreté de la population libanaise, qui est assez diverse et variée, mais aussi permettre à ce que le Hezbollah intègre plus ou moins le gouvernement sans notamment leur donner une très grosse liberté comme ça a été le cas auparavant. Est-ce que vous pensez que ce défi-là peut être réalisable à court terme ou c'est quelque chose qui peut être assez irréalisable, sachant que chacun aura des demandes assez particulières, notamment avec les Druzes, les Maronites, les Sunnites, les Chiites et principalement du coup le Hezbollah? Écoutez, on ne pourra pas changer le système politique libanais. Il est comme ça, il est fait ainsi, il restera ainsi, du moins pour les années à venir. Et ce n'est pas ce n'est pas le système politique, ce n'est pas ce découpage confessionnel qui fait le problème au Liban. Aujourd'hui, le problème est plus large. Aujourd'hui, il y a des acteurs régionaux qui prennent en otage le pays. Je le redis, d'une part, les Israéliens occupent le sud, d'autre part, il y avait la Syrie qui était un élément déstabilisateur insupportable au Liban depuis pratiquement plus de 60 ans. Les choses se sont calmées avec la Syrie depuis maintenant quelques mois puisque le régime bas s'est effondré. Il y a une nouvelle Syrie à nos portes. Nous ne savons pas encore quels sont les horizons de cette nouvelle Syrie. Il faut observer, être quand même assez méticuleux dans l'observation et attendre. D'ailleurs, les Syriens eux-mêmes ne savent pas ce qui les attend, donc pour les Libanais, ça va être encore plus compliqué, disons. Et le dernier élément, c'est l'Iran, qui, encore une fois, je le redis, n'arrête pas de négocier avec les États-Unis à travers les Arabes. C'est-à-dire, aujourd'hui, on n'a vu aucun combattant iranien prendre les armes contre les États-Unis, qui, soi-disant, est le grand Satan, ou contre Israël. L'Iran fait la guerre à travers les Arabes. D'un côté, c'est les Houthis, c'est des Yéménites, c'est des Arabes. De l'autre côté, c'est le Hashd al-Sha'bi en Irak, c'est des Irakiens, c'est des Arabes. Au Liban, c'est des Libanais, c'est le Hezbollah, c'est des Arabes. En Syrie, c'était des combattants chiites, arabes, syriens également. Donc, l'Iran fait la guerre à travers des Arabes. Ses proxys aujourd'hui sont affaiblis, vous l'avez bien dit. Euh, il faudra éventuellement essayer de s'éloigner de ce cadre régional pour se reconcentrer sur un cadre plus libanais. Et bien évidemment, le Hezbollah est invité à rejoindre le gouvernement libanais. Par le passé, ils ont eu d'excellents ministres dans le gouvernement, dans les différents gouvernements qui avaient fait un très bon travail. Je pense à des ministres de la Santé, ministres de l'Environnement. Dans le temps, ils ont eu d'excellents ministres qui ont fait un bon travail. Au Parlement, ils ont des députés qui parfois sont très brillants et qui ont été à l'origine de certaines lois assez favorables au changement au Liban. Donc, il faudrait juste que le Hezbollah soit convaincu que rejouer une place, que reprendre un rôle politique libanais est tout à son avantage plutôt que de rester dans un rôle militaire qui, malheureusement, en tout cas montré qu'il était inefficace. L'attaque contre les pagers que vous avez cités, les talkie-walkie et les pagers, a, une fois pour toutes, à mon avis, montré que le rôle militaire n'était pas le bon, ou en tout cas, s'il est le bon, il a été mal travaillé et mal organisé parce que l'attaque est venue de l'intérieur et non pas de l'extérieur. Donc, ça prouve bien que le Hezbollah était infiltré euh, et qu'il y a toute une remise en question de tout ce système sécuritaire du Hezbollah, à mon avis.